Comme chaque matin à l'aube, ils scrutent le ciel. Un rituel, chasseurs, pompiers, ornithologues, biologistes, pisteurs, ils observent les changements climatiques. Parfois, sur leur visage, on peut lire l'inquiétude. Ces hommes sont des sentinelles, des amoureux de la nature qui voient au jour le jour le climat de leur région évoluer. Comme ici sur le bassin d'Arcachon, ou dans le vignoble bordelais, ou encore dans la forêt d'Irati au Pays Basque, ou bien enfin à Gourette, dans les Pyrénées, l'Aquitaine est touchée de plein fouet par le réchauffement de la planète. L'Aquitaine est la région la plus affectée en France. Pour 2100, les prévisions affichent une hausse de 4 à 6 degrés. En Aquitaine, les spécialistes estiment qu'avec ces quelques degrés supplémentaires, les sécheresses et les incendies vont se multiplier. Plus surprenant, les tempêtes et les inondations vont s'intensifier. Le climat perd la tête. Événement annonciateur, la canicule de l'été 2003 ou la tempête de l'hiver 99. Comment sensibiliser la population à ces dérèglements climatiques? La tempête du siècle avec la Photoshop. Depuis 15 ans, dans son journal, Pierre Verdet tente de montrer, de démontrer ces changements. 99 avec tous Le quotidien se fait l'écho de ces inquiétudes. Comme des allumettes. Bordeaux était une ville bombardée au lendemain de la tempête. Voilà, ça c'est absolument terrifiant. Là, vraiment, tous les gens de notre région se sont aperçus qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel. Et à partir de là, les gens ont commencé à avoir peur. Une peur que ces événements entretiennent. À longueur de colonne, il raconte, décrypte, explique les causes de ce dérèglement climatique. À force, il a l'impression d'être enfin entendu. Je faisais des papiers sur ce sujet. Ça prêtait un petit peu à sourire au départ, il y a une quinzaine d'années. Les gens disaient, on a déjà vu des étés chauds, des hivers froids, des printemps humides. C'est bon, c'était pas vraiment très déclaré, si on peut dire. Et puis, il y a eu des événements très marquants qui se sont produits dans notre région, à savoir la tempête de 99, la canicule de 2003. Et là, à travers ces deux grands coups de tonnerre, si on peut dire, dans le paysage météorologique, si je peux permettre une telle expression, les gens ont tout d'un coup compris qu'il se passait quelque chose très près d'eux, devant leur porte. Et que les étés chauds, comme celui de 2003, c'était pas normal, et que la tempête, qui était en vérité un ouragan de 99, de la fin de l'année 99, était un événement climatique exceptionnel, certes, mais qui risquait de se reproduire rapidement. Printemps 2008. Avis de tempête sur toute la côte aquitaine. Un vent violent secoue le bassin d'Arcachon. La marée affiche un coefficient qui dépasse les 100. La pression barométrique chute dangereusement. Claude Feignet est responsable du parc naturel du Teche. Il est inquiet. Les digues qui protègent le parc et la commune du Teche menacent de céder à tout moment. Hier, il y a la bouée du Cap Ferré, la bouée qui enregistre les hauteurs de vagues, a enregistré
des hauteurs de 8,50 m sur une moyenne de 6,40 m. Et il y a eu des vagues à 8,50 m de hauteur. Donc c'est énorme, quoi. Il faut pas mettre le nez dehors, là. Vaut mieux rester au chaud. Comme à chaque avis de tempête, les questions se bousculent. Les vieilles écluses vont-elles résister à la pression? Et les digues vont-elles tenir? Claude les surveille à la jumelle. Les tempêtes successives de ces 10 dernières années ont fragilisé ces installations, pourtant régulièrement entretenues. Des installations qui datent du XVIIIe siècle. À chaque fois, il tente de réguler le débit de l'eau. Pour le vent, il n'y a rien à faire. Ce jour-là, Claude prie pour qu'il ne tourne pas. On serait sur du vent de nord-ouest. Là, on a quasiment 19 km de formation de houle. Donc il peut ne pas être très énorme, c'est 1 mètre, 1,50 m, mais alors là, ça balaye tout sur le passage. Ah ouais, ça aurait été problématique. Là, je pense que dans plusieurs endroits, la digue aurait cassé, quoi. Augmentation du niveau d'eau de la mer, que l'on voyait à des échelles de plusieurs dizaines d'années, voire du demi-siècle, il va falloir s'y attendre et s'en préoccuper à une échelle de quelques dizaines d'années, quoi, seulement. Plus ça va, plus on raccourcit les échéances, quoi. Claude Fénier le sait, il verra peut-être de son vivant cette réserve naturelle complètement submergée par les eaux. Le lendemain matin, la tempête n'est plus qu'un lointain souvenir. Le bassin d'Arcachon a retrouvé sa tranquillité. Le danger semble écarté. Si Claude Fénier reste si inquiet, c'est que le parc du Teche est une réserve naturelle, un écosystème unique en France. Chaque jour, il l'observe, il le parcourt de long en large. En route pour l'inspection. Claude vérifie là que le sentier du littoral n'a pas trop souffert de la tempête. Ce sentier, c'est plus de 3 km de digues, empruntés chaque année par 150 000 personnes. Des touristes, amoureux de la nature, qui découvrent la faune et la flore du bassin d'Arcachon. Ça, c'est le sentier du littoral. Et à gauche, c'est la réserve du Teche. À droite, c'est le bassin et le delta de la Leyre. Donc, nous, on assure l'entretien du sentier du littoral, la surveillance aussi. Et puis, c'est notre digue de protection. C'est le dernier rempart avant le milieu naturel, avant les flots du bassin. Donc, on surveille très souvent cet endroit. De l'eau à gauche, de l'eau à droite. Et au milieu, cette digue vulnérable qu'il faut surveiller en permanence. Justement, Claude Fénier vient de repérer un nouvel endroit qui paraît fragile. Là, tu vois, c'est les secteurs que j'aime pas trop, là. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement creusé, c'est la digue d'argile. Donc là, on a un secteur très fragile sur 20-30 mètres qu'il faut absolument traiter. Même si on n'est pas trop exposé à la houle, là, on a un gros facteur risque, quoi. Et puis, une fois qu'elle est partie, la digue, il faut refaire de la base au sommet, quoi. Ça coûte beaucoup plus cher que d'intervenir maintenant. Alors ici, tempête de 99, on a dû avoir à peu près 1 mètre, 1,50 m au-dessus du niveau où on est. Et ce morceau, cette pointe de digue qui est la plus exposée aux éléments, aux coups de vent, a disparu. L'eau est passée par-dessus, elle était assez fragile et le passage aller, le passage retour de l'eau, plus les vagues, ont creusé 2 mètres d'argile. Là où on est, là, c'est à la place de ces pierres, l'eau est... Ah oui, là, il y avait sans doute pas loin de 2 mètres, 2,50 mètres d'eau au moment le plus fort. Et un petit peu plus loin, on a eu une autre cassure dans la digue. En tout, on a dû rénover 500 mètres de digue dans l'urgence. Il y avait 500 mètres de digue qui avaient disparu.
Jusqu'à la tempête de l'hiver 99, ces digues résistaient mieux. Claude nous emmène voir les fondations de ces remparts naturels qui ont affronté 2 siècles de tempêtes. Difficile à croire, mais ces défenses existent elles aussi depuis le XVIIIe siècle. Là, c'est quoi, Claude? Donc ça, c'est la base de la digue telle qu'elle a été constituée au XVIIIe. Hein. Donc on a empilé de l'argile et on a protégé dans un premier temps ces digues d'argile qui étaient pas compactées, en plantant tous les 50 cm des pieux de pin. Donc ça, c'est des pieux de pin qui ont au bas mot 120, 130 ans, 140 ans. Et donc ça, tout ça, c'était planté à la masse par les mecs. Et il y a 3 km de digues. Alors là, on l'aperçoit un petit peu. Après, on mettait des tapis on appelle ça des fascines. Hein. C'est des tapis de brande. Quand ils construisaient les digues, ils plantaient aussitôt des tamaris sur la zone la plus salée et des chênes sur la zone la plus douce pour que les racines tiennent l'argile, stabilisent l'argile. Ça, c'est les racines qu'on leur voit? Ouais, ça, c'est ces racines. C'est-à-dire que c'est un arbre, le niveau de la terre a été à ce niveau-là. Hein, donc, c'est toute cette partie de digue, qui a disparu. Mais là, il y a quoi? Il y a 1,50 m, non? Il y a 1,20 m là, à l'heure actuelle. Ouais. Donc, à très court terme, lui, il va tomber. Déjà, on se demande comment il arrive à pousser. Ça a servi effectivement à protéger l'arrière-pays, enfin le village qui est juste derrière. Et c'est essentiel aussi pour protéger le village à l'heure actuelle. Claude ne se fait pas d'illusions. La vieille digue d'argile ne résistera pas très longtemps. Avec la montée des eaux, des tempêtes de plus en plus violentes, elle sera forcément plus exposée. Exposée comme ces maisons qui se trouvent à une centaine de mètres de là. Nous sommes au Tech, un village de près de 5000 habitants. François Deluga est le maire de cette commune. Conscient des dangers liés au réchauffement climatique, il n'a pas attendu une nouvelle tempête pour réagir. Il s'appuie sur une étude scientifique. Elle montre que dans 30 ans, une partie de sa ville pourrait bien être sous les eaux. Vous avez le PLU, le plan local d'urbanisme de la commune du Tech, avec la zone du delta, la montée des eaux qui viendra d'ici. Donc l'étude nous montre que cette zone-là, c'est-à-dire jusque derrière les écoles, comme ça, un demi-cercle, pourrait être submergée. Et par conséquent, comme la commune possède des terrains ici, nous avons prévu de faire une digue ici. Et là, nous avons mis des emplacements réservés sur des terrains privés, de façon à acheter ces terrains et à construire la digue. Et donc, avec une digue qui fera ça, nous aurons protégé la totalité de la zone urbaine. On a une accentuation des extrêmes. Plus de pluie, plus de soleil, plus de coups d'orage, plus de tempêtes. Voilà, c'est ce qui va se passer. Et donc, montée aussi des eaux du bassin d'Arcachon. Donc là, normalement, ici, il y aura 1 mètre d'eau. Dans 30 ans, si les hypothèses moyennes se réalisent, et si les États-Unis ou la Chine continuent à ne pas vouloir entendre raison. Hein. Vu du ciel, le bassin d'Arcachon a pourtant des allures d'île paradisiaque, avec la dune du Pilat ou l'île aux oiseaux. En chemin, nous croisons les fameuses cabanes Tchanké. Elles sont construites sur pilotis. Peut-être une solution au cas où le niveau de l'eau augmenterait. Disons que c'est un habitat adapté depuis de longue date. Alors je ne pense pas que ça évoluera totalement vers ça, la construction de l'avenir, mais c'est une solution qui n'est pas idiote et pas à rejeter pour les constructions qui vont être vraiment sur le front de mer, sur la première ligne. Ça peut être intéressant d'avoir ce type de construction. Vous quittez jamais vos jumelles? Rarement. Rarement.
Celles-là sont un peu grosses, ça c'est plutôt pour le travail, pour le bassin. Sinon j'ai une petite paire dans le sac en permanence. C'est toujours... là ça me permet de voir un groupe de courlis qui viennent se poser sur le sud de l'île, là, sur un reposoir qui fonctionne un petit peu à cette saison. Là. Toujours intéressant d'avoir ces informations. Là. Le responsable du parc ornithologique du Teche traverse souvent le bassin d'Arcachon. Il faut rentrer dans la Caouenne, là. Ouais. Salut Jean-Pierre. Salut Claude. Nous débarquons sur la presqu'île du Cap Ferret. Ici, il rejoint Jean-Pierre Duval. Il est ingénieur à l'ONF, l'Office national des forêts. Depuis des années, il travaille de concert sur toutes les questions liées à la préservation de l'environnement. Les drames du passé et leurs conséquences leur permettent de mieux appréhender l'avenir. En 30 ans d'activité, Jean-Pierre comme Claude a pu constater un changement important du milieu naturel. Les mimosas fleurissent plus tôt et plus surprenant encore, une espèce envahissante venue des côtes méditerranéennes a colonisé les sous-bois. Ce qu'on peut observer en fait sur la presqu'île du Cap Ferret, c'est que l'arbousier en fait témoigne quand même d'un climat doux l'hiver, de températures douces, et notamment il commence à geler quand la température est trop basse. Et on observe quand même une lente migration de ces, quand je veux dire une lente extension de ces arbousiers vers le nord, qui commence à gagner. Ça veut dire que globalement, il y a quand même des signes qui témoignent en fait de ce lent réchauffement du climat. Ce lent réchauffement du climat aura selon lui de graves conséquences pour cette forêt de pins et les habitations. La Gironde est le département français où les départs de feu sont les plus nombreux. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au niveau donc, de l'élévation de la température, ce qui est à craindre, objectivement, à mon sens, c'est les risques d'incendie. C'est quand même quelque chose qui est présent, qui est objectif, c'est un risque réel. Et c'est vrai que quand il y a des étés très chauds, comme en 2003 par exemple, là c'était vraiment une poudrière. Il ne fallait pas grand-chose pour que tout prenne. Donc ça, à mon sens, c'est un peu ce qu'on rencontre, enfin ce qu'on peut observer actuellement au Portugal, où il y a des incendies estivaux récurrents. En fait, c'est ça, il y a un moment où quand il fait trop chaud, bien, le risque est tellement important que le moindre départ de feu entraîne donc une catastrophe. Une catastrophe et une poudrière, dit-il. Comme en 2003, ou comme ici, sur ces images tournées en juillet 1989. Les sapeurs-pompiers ont mis 3 jours pour circonscrire le feu. Bilan, près de 4000 hectares de pins détruits. Un incendie qui s'est déclaré sur la commune du Porge, à seulement 30 km à vol d'oiseau du Cap Ferret. Si Jean-Pierre Duval insiste autant sur les risques d'incendie, c'est qu'ici, dans la presqu'île, un tel événement aurait des conséquences dramatiques. Sa configuration géographique en fait un piège pour ses habitants. Cerné à l'ouest par l'océan Atlantique et à l'est par le bassin d'Arcachon, les 2 tiers de sa superficie sont recouverts de pins maritimes. Aujourd'hui, ce que redoute le plus Jean-Pierre Duval et les pompiers, c'est le mitage du massif. Partout au beau milieu de cette forêt, il y a des maisons. Des milliers de résidences secondaires, pas toujours bien entretenues. Éric Landre est conscient du danger. C'est le commandant du groupement des sapeurs-pompiers du Sud-Ouest. Il tient à nous montrer l'une de ces maisons qui pourrait, en cas d'incendie, devenir un piège infernal pour ses propriétaires. Un petit peu caractéristique où... Une villa parmi tant d'autres. Si on avait une défense... Voilà. Donc là, on est sur un cas caractéristique où si on avait un feu qui arrivait donc déjà dans des semis, et comme je vous disais tout à l'heure, dans les semis, les feux se développent relativement rapidement, c'est une configuration où on aurait des difficultés pour assurer la protection des points sensibles, parce que là, on n'est pas du tout débroussaillé, on ne peut pas positionner des véhicules forcément à l'extérieur, et donc il y a un risque certain.
Un risque pour des dizaines de milliers de personnes qui chaque été viennent en vacances dans la presqu'île du Cap Ferret. 80 000 personnes, soit 10 fois plus qu'en hiver. Le commandant ne cherche pas à minimiser le danger. Le risque à ce niveau-là, c'est qu'on ait un feu de cible. Ça veut dire qu'il y a un feu qui se propage par la cime des pins et qui arrive du massif et qui, par un phénomène de saute de feu, propage le feu, quoi. Voilà. Donc là, je dirais, ça pourrait être un scénario qui, là, rentrerait, qui compliquerait fortement la situation. Pour Éric Landre, la tâche de ses équipes est d'autant plus complexe qu'il n'existe qu'une seule route qui traverse la presqu'île, la départementale 106. Le pire scénario serait l'évacuation des habitants par cette unique route. Une idée que le commandant ne veut même pas envisager. Il préfère se reposer sur un dispositif spécifique, avec cette piste forestière que les pompiers sont les rares à emprunter. Chaque jour, patrouille de routine. Un véhicule de pompiers la parcourt et veille à son entretien. C'est la seule voie praticable à travers les pins. Cette piste, je dirais, sert à acheminer les secours vers la pointe du Cap Ferret. C'est important? C'est relativement important, notamment l'été, avec la population estivale qui est relativement importante sur la presqu'île. Cette population qui sera amenée à utiliser la départementale 106 pour éventuellement évacuer la presqu'île si on avait à conduire ce type d'action. Et ce chemin sur lequel on se trouve permettrait justement d'avoir un accès exclusivement réservé aux véhicules de secours. Une fois par jour, une équipe de pompiers fait le point sur l'état des pare-feux. Elle vérifie le niveau des citernes d'eau installées le long de la piste forestière. Le débroussaillage régulier est contrôlé, sans oublier l'examen du taux d'humidité des sous-bois. Si on gratte un petit peu au niveau de l'humus, donc on voit qu'on a une humidité relative, ce qui veut dire que si on a un départ de feu qui s'opère, le feu va se développer moins vite. Voilà. C'est pour ça que la journée d'aujourd'hui est classée en risque habituel. Les pins maritimes de la presqu'île sont aussi sous haute surveillance. Mais toutes ces précautions suffiront-elles? La canicule de 2003 deviendrait-elle la norme dans quelques dizaines d'années? En 2100, la température pourrait augmenter de près de 5 degrés dans la région. Une tendance confirmée par Serge Planton. Il est chercheur en climatologie à Météo France. Actuellement, il y a à peu près, dans le sud-ouest de la France, 3 jours en moyenne de canicule. Il faut quand on définit des jours caniculaires, ce sont vraiment des jours où la température dépasse des seuils typiquement de 35 degrés pendant une période de temps qui sont typiquement de 5 jours. Et donc cette moyenne de 3 passerait à plutôt 30 dans un climat modifié. Donc ça veut dire que l'année 2003 est assez représentative de ce qui pourrait devenir l'été normal à la fin du XXIe siècle. Nous poursuivons notre enquête. Après le bassin d'Arcachon, nous nous rendons ici à Soulac-sur-Mer dans le Médoc. Soulac-sous-mer, selon les plus pessimistes. Nous sommes sur la plage de la Mélie. Patrice Castin est professeur en géologie marine. Depuis près de 30 ans, il étudie le recul de la côte girondine. C'est l'endroit où la côte aquitaine recule le plus. C'est de l'ordre de 8 mètres en moyenne. 8 mètres par an, c'est presque 10 fois plus vite qu'ailleurs sur le littoral français. Ici, là, où vous avez des blocos, en 1850, il y avait des rues. Il y avait des rues, on a le plan cadastral de 1850, et on voit qu'il y avait 2 rues. Il y avait 2 rues avec des villas. Et là, évidemment, tout est parti à l'eau. On a du mal à l'imaginer. Ah, on a du mal à l'imaginer, mais c'est pourtant la vérité. Et puis, ce que vous voyez là, mon collègue, dans 50 ans, il dira la même chose. Il dira, ici, vous aviez une rue avec des maisons, et puis elles sont dans l'eau.
Dans 50 ans, ça sera ça. Hein. Ça continuera à reculer. Donc on peut penser qu'avec un peu l'accroissement de la température, s'il y a de plus en plus de tempêtes, ça vient en plus accentuer le phénomène, non? Ah ben oui, parce que ça fait monter le niveau moyen des océans et donc ça provoque une accentuation de la transgression marine. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même s'il n'y avait pas cet effet de réchauffement, ce surplus de réchauffement, eh bien, il y aurait une transgression marine quand même. Transgression marine, traduction faite, l'eau ronge la terre. Et pour le prouver, il nous montre les dommages déjà provoqués par l'océan. Ah, il y a du dégât. Hein. Regardez ça, c'est spectaculaire, regardez les pins, les racines. Ah oui, et puis ça c'est la villa, je ne sais pas comment elle s'appelle cette villa. C'est une villa qui est menacée là, juste derrière. La villa surprise, condamnée à courte échéance. Vous voyez, cette petite villa, elle est condamnée. C'est dommage. 2 hivers et puis c'est fini. La mairie tente d'enrayer ce phénomène en installant ce type de rempart. De grosses pierres qui ralentissent la puissance des vagues. Mais la montée des eaux est inéluctable. Depuis 1890, la mer a enlevé ici 1 million de mètres cubes de sable, soit l'équivalent de 50 000 camions de 40 tonnes. Les prévisions à 50 ans prévoient la disparition de 350 mètres supplémentaires de dunes. Un peu plus loin, au sud, le stade de Soulac et le camping, ils sont aussi menacés. Ils sont en première ligne. En octobre, il y avait une dune continue devant le camping et aujourd'hui, elle a disparu. Après la série de tempêtes qu'il y a eu, là, vous voyez bien, là, il n'y a plus de dunes. Ouais, tout le sable est parti. Et peut-être des maisons avec, des bungalows. En seulement 6 mois, la dune a reculé de 10 mètres, 2 fois plus vite qu'en temps normal. Une véritable falaise de sable s'est créée. Le trait de côte se métamorphose très rapidement. Ces bungalows du camping ne sont plus qu'à quelques mètres de l'océan. Mais je suis impressionné là. Ouais, j'étais venu en octobre et c'était pas du tout comme ça. Hein. Tout a été emporté. Si l'hiver prochain, il y a une série de tempêtes comme cette année, eh bien, toute cette ligne-là, elle va disparaître. Hein. Il faudra emporter les bungalows. Planter des pieux, enrocher la côte, des travaux qui semblent dérisoires face à la montée des eaux. Avec le réchauffement climatique de ces 20 dernières années, l'érosion marine débutée voici 16 000 ans ne fait que s'accélérer. Nous quittons la côte atlantique pour les montagnes pyrénéennes. Nous sommes au cœur du Pays basque, près de la forêt d'Irati. Johanna Koseberi est aujourd'hui à la retraite. Dès qu'il le peut, il part chasser. En cette saison, c'est la palombe qui l'intéresse, un pigeon ramier. Il y a des palombes aujourd'hui, Jean ? Aujourd'hui, non. Hier, il faisait beau. Aujourd'hui, tout d'un coup, on est dans le brouillard. Le temps change vite ici. Hein. En montagne. Ça fait partie de la culture du Pays basque, la chasse à la palombe ? Ah oui, tout à fait, oui. Moi, j'ai des enfants qui chassent. Je les ai initiés dès le jeune âge, hein, à 5 ans. Je les ai amenés à la chasse, hein, y compris la fille. Hein. Rien n'échappe à cet enfant du pays. Pour lui, c'est évident, même au fond des vallées, le changement du climat se fait sentir. Les palombes qui, en cette période, migrent vers l'Afrique, ne sont plus aussi nombreuses qu'avant.
il y a nettement moins de palombes par rapport à autrefois. Hein. On ne sait pas pourquoi. C'est parce que c'est peut-être dû à ce réchauffement climatique. Maintenant, dans le Gers et dans les Landes, il y a des milliers de palombes qui restent tout l'hiver. Hein. Et nous, ici en montagne, nous avons depuis 2 ans des tourterelles qui... C'est une chose qui n'a jamais existé. Toute l'année, elles sont là. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est dû à la pollution. Au col d'Audichard, c'est aussi l'attente pour d'autres chasseurs. Depuis le lever du soleil, ils n'ont pas tiré un seul coup de fusil. À la fin de la journée, nous n'aurons vu qu'un vol de grue au loin. Un isard, mais pas de palombe. La faute à qui? À la météo, au vent qui tourne mal ou au réchauffement climatique? Ce n'est pas exclu. À quelques kilomètres de là, dans la vallée voisine, les temps changent également. Nous sommes à présent à Gourette. Depuis une quinzaine d'années, pendant la saison hivernale, Philippe Padelli travaille pour cette station des Pyrénées. Il est l'un des 25 pisteurs secouristes du domaine skiable. 2 fois par jour, il se rend au poste météo, situé à 1800 mètres d'altitude. Un poste clé qui permet d'observer les conditions climatiques. Allez, on y va. Alors ben là, on a un hygromètre donc, pour l'humidité. On a une température thermomètre maximale, minimum, ainsi que la température de l'air. On relève la quantité de neige qui est tombée ou la quantité d'eau qui est tombée. On va relever la quantité de neige au sol, la pénétration du tube sonde, je vous montre. Voilà. Ici, c'est un tube sonde. Hein, donc, on va étudier, contrôler, noter l'enfoncement du tube. Hein, toutes ces observations, on les renvoie à Météo France. Donc, on va regarder aussi la qualité de neige que l'on a en surface. Hein, là, bon, avec ce soleil, on est quand même maintenant début d'après-midi, milieu d'après-midi. La neige s'est transformée. Hein, le matin, elle est très dure, c'est une croûte de Rogel. Là, on est sur du grain rond. Et ça, c'est la neige naturelle ou artificielle? Ça, c'est la neige naturelle. Chaque jour, Philippe parcourt des dizaines de kilomètres. Il surveille l'état d'enneigement des pistes. Au fil des années, il a pu observer un recul de la couverture neigeuse naturelle, souvent remplacée par de la neige de culture. Là, on est sur de la neige artificielle. Ça, c'est de la neige qui a été fabriquée ce matin, puisqu'on est en ce moment, on est dans une période de froid et on en profite. On voit bien cette neige, finalement, elle est légère, elle est agréable à skier. Les températures ont permis de fabriquer une bonne neige. Et c'est du plaisir pour le skieur. Aujourd'hui, 60% du domaine skiable de Gourette est équipé de canons à neige comme celui-ci. Cette saison, il fonctionne 1 jour sur 2. Un investissement élevé, mais pour Philippe, cela présente quelques avantages. La différence, que la neige artificielle reste plus longtemps que la neige naturelle. Vraiment, ça, c'est des choses, il faut bien se le dire. La neige naturelle a tendance à partir plus vite que cette neige artificielle qui est très compacte. Dans les prochaines années, la situation ne risque pas de s'améliorer. Les prévisions de Météo France invitent les stations de moyenne altitude à investir dans des canons supplémentaires. Gourette va en acheter 20 de plus. Un investissement rendu obligatoire par le réchauffement progressif de la région. Pascal a vu arriver les premiers canons à neige. C'était dans les années 80. Comme Philippe, il est pisteur.
En près de 30 ans, son métier a évolué. Désormais, il est nivologue. On est à l'usine à neige. On va arriver dans le mystère de la fabrication de la neige. Son rôle désormais consiste à superviser la fabrication de la neige artificielle dans l'une des 5 usines de Gourette. Grâce à une combinaison savante d'eau et d'air comprimé, chaque unité est capable de produire 10 qualités de neige différentes. Amoureux de la nature et de la montagne, Pascal est convaincu que le recours à la neige artificielle est incontournable. Ça va être quelque chose d'indispensable pour suppléer à tous les caprices de la météo. C'est de plus en plus compliqué de travailler maintenant. Pas dans la technique elle-même, de s'adapter au temps, ouais. C'est très changeant. C'est très changeant, c'est des conditions assez spéciales avec des taux d'humidité qu'on n'avait pas jusqu'à présent, qui sont très bas, et des températures qui sont, elles, très hautes. Donc, on va exagérer un tout petit peu. On va dire qu'il fait plus 20 dans la journée et moins 10 la nuit. Et ça, pour moi, 30 degrés, j'exagère un peu, hein. 30 degrés, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant, quoi. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est Gourette l'année dernière, au mois de janvier. Et là, il n'y a pas de neige ici? Si, là où il y a les canons. Et là, si vous n'aviez pas les canons Si on n'avait pas les canons, je pense qu'à partir de 2000, on ne skierait pas jusqu'en bas. Je crois que c'est ça à peu près. Qu'est-ce qui se passe là si vous n'avez plus de neige? Je sais pas, c'est jamais arrivé. Vous aurez de quoi produire encore? Oui. Et si on fera le maximum de toute façon. Pour survivre, la station devra utiliser de plus en plus de canons à neige et donc consommer de plus en plus d'eau et de plus en plus d'énergie. Avec un réchauffement des températures de 4 à 6 degrés d'ici la fin du siècle, cela ressemble bel et bien à une fuite en avant. Les professionnels de la montagne les plus anciens comme Jean-Paul observent, saison après saison, la hausse des températures. Constat amer. Il neige beaucoup moins. C'est vrai qu'il y a 30 ans, l'hiver à Gourette, c'était l'hiver, il neigeait bien. Puis après, on avait, on avait facilement 1,50 m en bas de la station. Et puis après, on avait de la neige pour toute la saison. Tandis que maintenant, regardez cette année, il a neigé pendant 3 fois et les 3 fois derrière, on a eu de l'eau ou du redoux. Avant, on ouvrait pour Noël et on travaillait jusqu'au 1er mai. Puisque maintenant, fin mars, la station elle est fermée. Pour Jean-Paul, les canons à neige sont une solution, mais à court terme. À plus longue échéance, c'est à ses yeux tout un pan de l'économie de montagne qui semble compromis. Les pisteurs et les autres personnels des stations de ski pourraient bien être en France les premières victimes des changements climatiques. Leur métier va progressivement disparaître. Maintenant, c'est difficile de ne faire que les saisons, quoi. Avant, on pouvait se permettre sur 4 mois et demi de saison, avec les salaires qu'il y avait il y a 20 ans, on pouvait prétendre à passer le printemps ou l'automne plus ou moins tranquille, quoi. Bon, maintenant, c'est plus le cas, quoi. Tout le monde va chercher du travail à l'intersaison. Quand on nous dit, moi j'entends des fois, oui, mais les saisonniers à intersaison, ils ont le chômage, ça c'est faux, quoi. Moi, si je vous dis combien j'ai 10,60 € par jour. Vous voyez l'indemnisation, quoi. Donc ça pousse au travail et à chercher du travail, mais ce qui n'est pas évident parce que c'est saisonnier. En 30 ans, les saisonniers ont perdu en moyenne 2 mois et demi d'activité. Alors forcément, ils ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Bon, on a une belle journée, pour finir. Certains ici avaient déjà changé de profession, comme Jean Bert, le paysan pisteur. Bon, écoute, à plus tard. Pour lui, c'est un éternel recommencement. À chaque fois, il s'adapte. Je suis fils d'agriculteur.
Chez nous, on a arrêté l'activité. Moi, j'ai pas voulu être paysan parce que justement, il fallait beaucoup de superficie pour faire le paysan. Nous, on avait 5 hectares, donc je pouvais pas vivre sur ça. Donc je me suis rabattu sur les sports d'hiver qui avaient de l'avenir. Et maintenant, je m'aperçois qu'il y a beaucoup moins d'avenir sur les sports d'hiver. Alors je suis revenu à mon ancien métier, c'est-à-dire que la ferme, je l'ai transformée en chambre d'hôte. Donc je fais des chambres d'hôtes à la Reims et j'ai une activité complémentaire, quoi. Donc on va s'adapter, mais jusqu'à quand, on ne sait pas trop, quoi. Et on est un paquet de saisonniers dans ce cas-là, quoi. On essaye toujours de s'arranger, mais le pouvoir d'achat diminuant, on est comme tout le monde, quoi, hein. Il va falloir acheter des poules, des cochons et redémarrer sur ce qu'ils faisaient autrefois. Donc je ne sais pas. C'est compliqué, ouais. Là, on touche un problème compliqué, ouais. Et assez délicat. Et les ingénieurs de Météo France ne vont pas le rassurer. Chaque semaine, une équipe part sur le terrain. Philippe Valade et Dominique Vrécourt viennent faire des relevés dans la neige à 2400 mètres d'altitude. Nous sommes à la Pierre Saint-Martin. Avant même d'avoir posé les sondes, leur constat est sans appel. De toute façon, c'est représentatif ici, on le voit bien sur ce versant ouest, là, hein, ça manque de neige. Donc, Une impression confirmée par des relevés hebdomadaires, des relevés qui sont effectués dans différents endroits de la chaîne pyrénéenne. Ces éléments, une fois analysés, permettront de mieux comprendre les effets du changement climatique sur les espaces de montagne. Plus haut, à 2400 mètres d'altitude. Actuellement, on devrait être à 1,60 m et on a 70 cm actuellement. Là, on est très déficitaire plus haut en altitude. En gros, on est à la moitié de ce qu'on devrait avoir cette saison. Donc il est déjà avéré et confirmé pour l'avenir. Ce réchauffement, il va se retrouver en montagne, c'est sûr, hein. Donc l'enneigement va en pâtir. Donc il va en pâtir de quelle façon? Ce que l'on voit actuellement, aussi bien dans les Alpes que dans les Pyrénées, c'est globalement une diminution de l'enneigement dans la tranche 15 et 1800 mètres, en dessous de 2000 mètres dans tous les cas. Et en moyenne, on perd environ 1 cm par an et un jour de durée d'enneigement sur la saison, quoi. Le constat est clair. Avant la fin du siècle, certaines stations de ski n'auront plus suffisamment de neige. Mais lorsque l'on évoque cette hypothèse, l'ingénieur météo préfère éluder la question. Pour l'instant, il n'y a aucune station qui a fermé, donc je ne sais pas si elles vont pouvoir continuer à s'en sortir en faisant de la neige artificielle ou en travaillant toujours mieux les pistes comme elles le font actuellement. Donc là, je ne sais pas si elles vont pouvoir continuer à trouver des solutions dans l'avenir. Là, fermer, je ne veux pas le dire. Depuis 2001, la France s'est dotée d'un observatoire national des effets du réchauffement climatique. Il est basé à Paris au ministère de l'Environnement. Son directeur, Marc Gillet, travaille sur ces questions. Son bureau centralise toutes les études réalisées en France. Je pense que vers la fin du siècle, ça sera difficile effectivement de faire du ski en avril dans les Pyrénées. Seulement en avril ou même avant? Même avant, oui. C'est-à-dire tout dépend bien sûr du changement climatique qui se produira effectivement. L'Union européenne dit qu'on doit, et la France, qu'on doit absolument tout faire pour limiter l'augmentation de température à 2 degrés. En moyenne sur le globe. Si on y parvient, je pense que les conséquences sur la vie des gens ne seront pas trop importantes. Par contre, si on continue à laisser filer, comme c'est le cas actuellement, les émissions de gaz à effet de serre, là, on arrivera effectivement à des températures beaucoup plus élevées et des modes de vie complètement différents. Il n'y aura plus de ski dans les Pyrénées. Là, il n'y aura plus de ski dans les Pyrénées, c'est clair. Donc disparition d'une activité économique. Voilà, tout à fait. Nous partons à présent dans un lieu prestigieux. Au cœur du vignoble bordelais, le château d'Yquem à Sauternes. Ici est élaboré l'un des vins les plus cotés au monde. Un vin blanc liquoreux. À l'abri des regards et dans un silence quasi religieux,
nous assistons à une séance de travail. C'est un moment unique dans l'élaboration d'un vin, l'assemblage. Il s'agit de mélanger plusieurs cépages. Autour de la table, Pierre Lurton, le directeur du château, a réuni les alchimistes qui font la notoriété d'Yquem, des œnologues de réputation mondiale. C'est de leurs échanges que naîtra ou non un grand millésime. C'est Denis Dubourdieu qui prend la parole en premier. Il y en a un pour lequel j'ai un doute, mais peut-être que ça dépend si l'assemblage manque un peu de liqueur. C'est le 3. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, le 3, c'est le seul que j'ai mis vraiment en retrait. J'ai une certaine amertume en fin de bouche. Il y a quelque chose qui me déplaît dans le 3. La naissance d'un grand cru, peut-être. Mais le savoir-faire de ces alchimistes du vin ne serait rien sans la matière première, le raisin. Cette cuvée 2007 sera-t-elle une très grande année? Retour en arrière. Nous sommes au début de l'automne, au cœur du domaine d'Yquem. 113 hectares de vignes. Et ici, pour produire le meilleur des nectars, il faut attendre que le raisin arrive à maturité, qu'il pourrisse. On appelle cela de la pourriture noble. Le raisin est attaqué par un champignon, le botrytis. C'est ce qui fait la particularité de ce vin. Mais pour se développer, le botrytis a besoin d'un climat particulier. Aujourd'hui, c'est une espèce d'attente depuis 10-12 jours d'un botrytis sous-jacent qui, on sait qu'il est là, la concentration est là, mais elle n'est pas suffisante. Le temps change et c'est la magie. Je crois que c'est la journée où on fera le plus d'Yquem. Alors vous allez me dire, mais vous faites de la quantité, c'est pas extraordinaire, pas du tout. C'est la loi du tout ou rien ici. Hein. Soit il n'y a rien de bon, ou soit tout ce que vous ramassez est absolument extraordinaire. Et ça, c'est vraiment dû aux hommes, au vignoble, au terroir, mais surtout à la climatologie. La climatologie a énormément d'incidence. Comment allez-vous? Ça colle un peu. Ça colle, mais c'est rassurant. Hein. Si vous me dites que ça colle pas, moi je vous dirais que c'est pas sucré. Hein. Le climat a des incidences directes sur le sucre, sur l'acidité ou sur la teneur en fruits. Pour preuve, les plus grands millésimes d'Yquem correspondent aux années les plus chaudes. À l'inverse, certaines années froides, le millésime n'a pu être commercialisé. Dans la tour du château, une cave unique. Comment? T'es jamais rentré là? Jamais. Ah bon? C'est là que sont entreposées religieusement les plus grandes années, les plus grands millésimes d'Yquem. Et oui, regarde, et là, regarde. Alors, là, on les rebouche, et regarde quand même, 1899, qui est un très grand millésime d'ailleurs. Regardez la couleur du 21. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure pour le 49. On a une couleur qui est ambrée, assez foncée à cajou. Hein. 21, c'est un millésime d'anthologie. Ah, il faisait chaud? Il faisait chaud en 21. Je crois que c'était une année assez sèche. Comme chaud dans les annales. Ouais. Donc finalement, les millésimes sont là pour témoigner d'une climatologie d'une période. Pour les meilleures années, il ne reste seulement que quelques bouteilles. Mais toutes racontent l'histoire climatique d'une région sur près de 2 siècles. Le vin, c'est le résultat d'une réaction d'une plante au climat et au sol, hein, évidemment. Mais la composition du vin dépend énormément. Le sol ne change pas dans un cru. La variation tient au climat. Et ça va moins bien quand il fait froid, ça c'est sûr. Et le danger, c'est que ça ne mûrisse pas. Si ça mûrit un peu mieux, c'est pas très grave. Le danger, c'est que ça ne mûrisse pas. Donc, il y a une corrélation sur 200 ans ou 300 ans, sans aucune exception, entre les étés chauds et les grands vins dans un endroit donné, comme la Bourgogne ou Bordeaux. Ça marche toujours. Le réchauffement climatique serait-il bénéfique pour le vin? Francis Meyer, l'œnologue du château, en est sûr. Il l'a constaté. Il surveille toutes les étapes de fabrication du vin, de la récolte jusqu'à la mise en bouteille. Mais il est surtout gardien du temple. Dans son bureau, des manuscrits, unique témoignage de l'histoire du château et de ses vins. On a une mine d'or de renseignements à ce niveau-là dans tous ces vieux registres. Vous pouvez regarder ici, 1893, qui à ce jour est l'année la plus précoce au niveau viticole connu en tout cas, puisque nous avons, vous pouvez le voir ici, la floraison le 5 mai, soit déjà un mois d'avance sur une année normale, entre guillemets.
progrès général sans substitution, etc. 15 juillet, Véraison, un mois aussi d'avance, et surtout ce chiffre, 28 août, début des vendanges. Donc une année d'une précocité absolument extraordinaire, pour laquelle, hélas, nous n'avons pas les relevés météo. Ils ont commencé 3 ans plus tard seulement à Yquem, mais qui devait être absolument extraordinaire en termes de réchauffement. Et il est certain qu'un gain de 2 ou 3 degrés ou 4 degrés, disons au maximum, un gain par rapport aux moyennes du siècle, vers le haut, bien entendu, de réchauffement, nous conduirait à avoir des conditions plus favorables à récolter plus régulièrement du sauterne. C'est un peu ce qu'on peut vous montrer sur un dessin de ce type. Ce rectangle représentant les années chaudes et sèches, et ce rectangle les années froides et humides. On a représenté en jaune tous les grands millésimes d'Yquem, aussi bien récents, 2003, 1947, 1921, des millésimes mythiques au niveau de la propriété. Et vous remarquerez sans effort qu'ils se situent tous dans une zone, grosso modo, 2-3 degrés au-dessus des températures moyennes. Inversement, des millésimes sans Yquem, dans lesquels on n'a pas pu faire du tout de production, se situent majoritairement dans cette zone-là. Donc, un peu de réchauffement, je dirais, pourquoi pas. La hausse programmée des températures devrait permettre de produire des millésimes de plus en plus exceptionnels. Mais jusqu'à quand? Déjà dans les vignobles rouges, on s'inquiète. En 20 ans, la teneur en alcool et en sucre a augmenté, ainsi que le taux d'acidité. Le caractère des vins change, avec le risque que les AOC, les appellations d'origine contrôlée, soient refusées à de nombreux producteurs, leurs vins ne correspondant plus aux critères de sélection. 2 degrés d'augmentation des températures, et c'est un déplacement de 400 km du climat vers le nord, soit les températures de Madrid à Bordeaux. Les professionnels aquitains du vin seront-ils les premières victimes du climat? Ou partageront-ils ce triste privilège avec les pisteurs de gourette? Réponse, en 2050 peut-être.